Tu as un début dans l'investissement en crypto avec 500 € jusqu'à franchir le cap des 7 millions, ce qui est juste exceptionnel. Il faut perdre de l'argent. C'est le premier truc chez un investisseur parce que sinon tu te poses pas les bonnes questions. Si c'est rouge pour moi, c'est forcément vert pour quelqu'un d'autre. Tu dis souvent que la crypto peut changer une vie en 3 décennies. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu expliques ça? C'est de comprendre où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour atteindre l'objectif. Mais il y a beaucoup de gens, ils vont à la salle, ils habitent à 5 minutes de la salle à pied, ils vont prendre la voiture. Ok, tu fais du sport, mais t'es pas sportif. Et c'est pareil avec les investissements. Il y en a qui font des investissements, il y en a qui sont investisseurs. Aujourd'hui, on peut acheter de l'immobilier pour 50 balles. Tu peux avoir les mêmes rendements que quelqu'un qui investit 100 000, 1 million. Je pense qu'il faut arrêter de se plaindre sur le fait que ça monte pas. Parce que le jour où ça montera, tu diras j'aurais dû investir plus. J'espère qu'on peut dire ça, mais aujourd'hui, les banques. Bienvenue à tous sur le podcast Smart Talks, le podcast des investisseurs. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir TUI Gresec, autrement aussi connu sous le nom de TUI Jedi. On va pouvoir évoquer ça un peu plus en détail juste après. Donc, il faut savoir que TUI aujourd'hui a fait le plaisir de se déplacer dans nos locaux. TUI, comment vas-tu? Ça va nickel. Tu as un parcours qui est très inspirant, qui est très atypique. On va pouvoir revenir dessus étape par étape. Mais avant tout, est-ce que déjà tu as bien mangé? T'es bien posé, malgré le retard aussi des trains de transport. Est-ce que t'es fatigué ou ça va? Non, ça va, nickel. J'ai pu dormir du coup dans le train, vu que on est en retard. Là, merci la SNCF. Mais après, on a bien mangé. Super accueil et tout était, comme je disais, mais tout était fluide depuis le moment où le premier message, avec le suivi avec Antoine également. Donc c'est vraiment top, ouais. Trop bien, en tout cas, on a vraiment plaisir de t'accueillir. Et puis oui, on a des amis qui sont en commun, donc de fil en aiguille, on a pu entrer en contact. Ça s'est fait de façon extrêmement fluide et aujourd'hui, on en est à là. TUI, avant de pouvoir démarrer directement dans le vif du sujet et de parler de crypto, avant tout, je vais pouvoir te présenter si tu me permets. Donc, je me suis permis de faire une petite présentation. Yes. Et après, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, tu es un ancien militaire. Ouais. Où à l'âge de 16 ans, tu t'es engagé dans l'armée. Tu es resté juste pendant 10 ans. Dans l'armée, donc tu es sorti à l'âge de 26 ans parce que tu avais une mission en tête, c'était de devenir libre et surtout aussi aider ta famille. C'est comme ça que tu découvres du coup le Bitcoin et l'investissement et tu décides de prendre donc ton destin en main. Depuis 2017, ce que tu as construit, ça force vraiment le respect parce que tu as un début dans l'investissement en crypto ou même dans l'investissement tout court avec 500 € jusqu'à franchir le cap des 7 millions d'euros, ce qui est juste exceptionnel. Tu as accompagné plus de 3000 personnes avec la Jedi Crypto School. Tu as fait des séminaires aussi privés entre la Polynésie, la Suisse et la France. Et tu as aussi une volonté claire, c'est celle de transmettre la souveraineté financière sans bullshit. Aujourd'hui, on va parler donc de mindset, de stratégie bear market, de DeFi, de cash flow en crypto et surtout comment construire un écosystème rentable et résilient, même quand on part de zéro. TUI, écoute, bienvenue dans Smart Talks. Yes, merci pour cette présentation. C'est toujours plaisir quand quelqu'un d'autre me présente en tout cas. Mais ouais, carrément en fait, pour revenir à Tahiti, moi j'ai toujours, avec le recul, j'ai toujours pris les meilleures décisions de ma vie par rapport à la liberté. Je suis parti de chez moi, de Tahiti, pour être plus libre, pour gagner un peu plus d'argent, pour avoir la liberté aussi de ne pas avoir mes parents en fait, qui me gèrent en fait en tout cas. Et en fait toutes les meilleures décisions que j'ai prises sont par rapport à la liberté parce que c'est ma valeur fondamentale. C'est pas un buzzword pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour moi. Incroyable. Pour revenir sur Tahiti, justement, tu as découvert Bitcoin à cause ou grâce à un blocage bancaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, à Tahiti, c'est très compliqué. En fait, c'est quand même un pays assez pauvre, hein, on va dire. Et pour envoyer de l'argent à ma mère, soit tu te prends plein de frais et ça met 2 semaines. Soit tu t'envoies du cash par Western Union, donc c'est un peu la galère. Et quand j'ai découvert justement ce système de paiement, je me suis dit mais il y a vraiment un truc, il y a vraiment une révolution financière qui est en marche et potentiellement que je peux en fait y participer. Donc bon, ma mère comprend toujours pas Bitcoin aujourd'hui, mais avec avec la démocratisation, notamment avec D-Block, elle va pouvoir encaisser en fait du Bitcoin que je vais lui envoyer de façon très simple, vu que maintenant aujourd'hui D-Block est lancé en Polynésie. Ouais. C'est incroyable parce que moi j'ai connu exactement une situation presque similaire avec le Liban où en fait on a fait la révolution, on a fait tomber le gouvernement et en fait pendant cette période de révolution, c'était en 2019-2020. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Ouais. Et donc pareil, on a eu un problème avec la banque où notre argent a été bloqué.
par l'État. Et donc, en fait, finalement, tu te retrouves sans rien du jour au lendemain. Et c'est là où moi aussi, ça m'a fait tilt. Donc, c'est quand même fou ce rapprochement. Toi, tu t'es engagé à l'armée en Polynésie. Est-ce que c'est... Ouais. En France, ouais. En fait, je suis parti de chez moi pour m'engager à l'armée ici. Ah, tu es parti, voilà, ok. Et donc, est-ce que c'est cette discipline que tu as appris à l'armée que tu as réussi à inculquer et à transmettre sur l'investissement ou pas du tout? Ben, en fait, bon, j'ai vécu assez des choses assez... c'est toujours délicat avec le sujet de l'armée avec moi, mais bon, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Ça m'a permis de pas finir en prison, parce que je pense que si j'avais pas fait l'armée, j'aurais fini je ne sais pas où, mais en tout cas, ouais, ça m'a apporté de la rigueur que je n'avais pas, et aujourd'hui, dans les investissements, c'est ce qui me permet justement d'avoir une bonne structure et de la transmettre également à mes clients. Ouais. En 2021, il t'arrive quelque chose de fou, ton capital explose. Tu passes de 500 à plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous en détail, moi je suis curieux, j'ai envie de savoir. Yes, ben en fait, je me suis formé. Là, le premier déclencheur de tout ça, c'est la formation de Asher, Crypto Pro à l'époque. Et c'était sa première formation, je crois, en tout cas. Et en tout cas, sa première formation payante. Et c'est là que j'ai vraiment compris que il y a des stratégies en fait pour arriver au succès. Il y a une recette, comme une recette de gâteau, pour arriver à des résultats incroyables. Et donc, c'est ce qui m'a permis vraiment de pouvoir capitaliser. Et de 500 euros, en fait, j'ai fait déjà une stratégie de x2. Donc, j'ai fait 500, 1000, 1000, 2000, 2000, 4000, 4000, 8000, jusqu'à atteindre les 10K. Et c'est là que je me suis dit que les premiers 10K, c'est à partir de là que je vais commencer à diversifier. Et c'est là que j'ai commencé à diversifier sur du Bitcoin, de l'Ether. À l'époque, c'était quand même beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Et j'ai réussi à faire un x45 sur 2021. Ouais. C'est énorme, x45. Ouais. Sur 2021, mais sur quoi tu as diversifié exactement? Comment tu t'y es pris surtout? Et pour aussi, quelle stratégie tu avais mis en place à ce moment-là? À l'époque, alors on avait une grosse... il y avait un gros narratif sur les NFT Metaverse. Donc Sandbox m'a vraiment permis de multiplier mon capital. Il y avait également à l'époque... Axis Infinity, il y avait beaucoup de trucs sur les NFT et le gaming, donc vraiment ce narratif là m'a fait exploser. Et après Ethereum à l'époque il était vraiment pas cher, et Ethereum est passé d'à peu près 250 dollars à pratiquement 5000, donc rien que ça au final ça m'a fait énormément on va dire plaisir. Incroyable. Et quand tu t'es dit à ce moment là que il faut que je sorte du marché, et tu n'as pas tout perdu, parce que c'est un moment où tu te formais encore, tu étais en plein dedans, c'était ton premier bull run aussi. Donc, deuxième du coup. Ouais. Ah, c'était donc le deuxième bull run. Donc tu avais déjà aussi appris des erreurs du premier. J'avais déjà perdu pas mal d'argent avant. Ok, je comprends mieux, du coup c'est pour ça. Donc tu as réussi à mettre en place des choses, des mécanismes qui font que tu n'allais pas tout reperdre comme la première fois et revenir à la case départ. Je pense que déjà il faut perdre de l'argent. C'est le premier truc chez un investisseur, parce que sinon tu ne te poses pas les bonnes questions. Et à partir du moment où tu perds de l'argent, tu te poses, il y a deux issues. Soit tu arrêtes, soit tu te formes et tu te dis ok, il y a une issue, il faut que je me forme. Et je sais qu'il y a des gens, de toute façon avec Internet et YouTube aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui réussissent. Et comment ils font? Il y a cette phrase vraiment que j'ai compris en 2021, si c'est rouge pour moi, c'est forcément vert pour quelqu'un d'autre. Donc comment ce quelqu'un d'autre là il fait pour être dans le vert, alors que moi je suis potentiellement tout le temps dans le rouge. Et je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui en 2025 que c'est le cas. Dites-vous qu'il y a quelqu'un derrière son écran, pour lui c'est vert. Incroyable. Toujours des acheteurs qui ont des vendeurs en fait finalement. Oui, au final. Et bref, il y a pas mal de stratégies, mais pour en revenir à ce que tu disais, comment j'ai fait pour sortir du marché, j'ai fait une stratégie de plus haut en fait. Donc à chaque fois que ça faisait des plus hauts, je mettais des ordres sur les plus hauts, et je sortais par palier comme ça. Et c'est pas le problème, mais c'est juste qu'il faut comprendre cette stratégie, c'est qu'à un moment tu chopes pas le plus haut. Il y a le dernier plus haut, tu le chopes pas, et ce reliquat là, je l'ai vendu un peu plus bas, mais c'est pas grave, mais ça m'a quand même permis de faire un beau multiple. Ouais. Incroyable. Donc tu passes de 10 000 à 450 000 à peu près. Ouais, c'est ça. C'est quand même un très très bel exploit. Tu dis souvent que la crypto peut changer une vie en 3 décennies. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu expliques ça?
En fait, c'est les 3 décennies du succès. Donc, il y a la première décennie, c'est les 20-30. Les 20-30, c'est là où tu peux prendre énormément de risques et que il est mieux de faire de la croissance dans les 20-30 parce qu'en général, tu n'as pas d'enfant. Tu peux toujours vivre chez tes parents. Et si tu tombes, c'est facile de se relever dans cette décennie-là. Donc, dans cette décennie, il faut tester énormément de choses. Il faut prendre énormément de risques pour trouver ce qui fonctionne pour toi. Donc, peu importe, dans la crypto, ça peut être les poules de liquidité, ça peut être la valorisation de capital sur des altcoins ou des meme coins, ça peut être des poules, de la DeFi. Il y a énormément de choses à faire et c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi dans cette décennie-là. Donc si tu es dans les 20-30, c'est normal que tu prennes des risques et c'est mieux que tu prennes des risques là. Parce que si tu les as pas pris là, dans la décennie du coup des 30-40, c'est la décennie de l'amplification. Donc tu amplifies ce qui a fonctionné et tu enlèves surtout vite ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est à ce moment-là que tu gardes l'essence même en fait de ce qui a fonctionné pour toi et tu l'amplifies. Donc tu t'investis à mort sur ce qui a bien fonctionné pour que dans la décennie des 30-40, tu fasses de l'argent, quoi. Pour que ensuite dans la décennie des 40-50, tu stabilises. Et si, en tout cas, moi, c'est ce que je suis en train d'appliquer. Et je pense que j'aurais plus besoin de me casser la tête avec la retraite dans la décennie des 40-50. Parce que là, aujourd'hui, je sais exactement ce qui fonctionne pour moi. Les cryptos, ça a bien fonctionné. Mais ça peut être l'immobilier ou la bourse. Et j'amplifie ce qui fonctionne. Donc, c'est-à-dire la génération de cash flow et la valorisation de capital sur du solide. C'est pas mal cette stratégie des décennies. J'avais jamais entendu parler réellement, mais finalement, ça fait complètement sens. Parce que c'est vrai que quand tu es entre 20 et 30 ans, c'est là où c'est le moment de prendre le maximum de risques. Parce que t'es dans une situation qui est plutôt confortable. T'as pas d'enfants, etc. Donc tu peux te permettre de faire des choses et d'échouer et de recommencer. Ouais. Et c'est vrai qu'à partir de 30 ans, en général, tu commences un peu plus à stagner, à te stabiliser. Dans une relation, etc. Donc tu commences à construire, on va dire, quelque chose de plutôt stable. Et là, tu as besoin prendre des risques, ça commence à être beaucoup plus compliqué. En tout cas, ça commence à être beaucoup plus risqué. Ça multiplie le risque initial. Donc ouais, je trouve ça vraiment pas mal, cette façon de penser, quoi. Et bon, ça, c'est la théorie. Hein. Mais après, par exemple, j'ai des clients, aujourd'hui, ils ont 50 ans et ils n'ont pas profité de leur 20-30 pour faire de la croissance. Bon, et on ne peut pas tout avoir. Mais du coup, c'est de comprendre où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour atteindre l'objectif. Donc, les personnes qui ont 50 ans et qui n'ont pas fait de croissance et qui ne savent toujours pas ce qui fonctionne pour eux et qui n'ont pas pu amplifier, le plus rapide, c'est de ne pas sauter les étapes. C'est vraiment d'identifier ce qui fonctionne pour vous et d'y aller étape par étape. De ne pas sauter les étapes en vous disant j'ai 50 ans, il faut que je stabilise. Non. Malheureusement, il faut reprendre, pas de zéro parce qu'il y a l'expérience, mais il ne faut pas sauter les étapes. Bien sûr, ouais, c'est normal. En fait, à un moment donné, si tu commences tard, c'est comme si tu commençais quand tu avais 20 ans, ça revient exactement au même. Mais la façon dont tu l'as expliqué, elle est plutôt intéressante. Ça se fait en 3 étapes, en fait, finalement. C'est 3 cycles de vie, on va dire. Ouais. 3 décennies, ça peut être... Il y en a qui le font en 5 ans. Hein. Ouais. Les 3 trucs, ils le font en 5 ans parce qu'ils ont été rapides. Après, 30 ans, c'est quand même cool pour s'assurer le succès et mettre à l'abri sa famille. Hein. Bien sûr. Avant de parler et de rentrer plus en profondeur sur les différentes stratégies que tu adoptes, on parlait de DeFi et d'entrer dans des choses un peu plus techniques, parle-moi un petit peu librement de toi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à là? Et puis surtout, en tant qu'investisseur, qui es-tu? Comment tu as défini ton profil d'investisseur? Comment tu as fait pour te découvrir toi-même finalement dans l'investissement? En fait, moi, j'ai démarré les investissements, j'avais 22 ans. J'étais insouciant, j'avais vraiment pas idée de comment fonctionne l'argent, la macroéconomie, la rotation de cash et de flux. Et j'ai simplement en fait eu envie de liberté parce que j'ai fait 10 ans dans l'armée et j'ai vécu des choses là-bas, des chocs post-traumatiques qui ont fait que j'ai dû me remettre en question. Et j'ai changé totalement de direction. Et la direction, pour moi, elle a toujours été, comme je disais au début, la liberté. Et à chaque fois que j'ai pris des décisions pour ma liberté, ça a toujours été la meilleure chose. Donc, quand j'ai découvert les cryptos, c'était à la fois quelque chose de révolutionnaire
pour moi, mais pour ma famille également. Donc je me considère un peu comme le Ronaldo de ma famille qui va casser en fait ce cercle de pauvreté en fait qu'on a en fait, et j'aimerais bien vraiment pouvoir après mettre en sécurité sa famille, c'est une non-question en fait. Pour moi, c'est obligatoire. Je me pose même pas la question. Quand j'aurai de l'argent, est-ce que je mettrai ma famille à l'abri? Bien sûr. Mais c'est comment et quand? À combien coûte cette liberté? C'est ça la vraie question que je me pose. Combien coûte cette liberté et comment je peux aller la chercher? Et j'ai tout chiffré, vraiment. J'ai un plan. Pareil, la souveraineté, c'est pas un buzzword pour moi. C'est vrai, j'ai vraiment un plan. Le plan 1, c'est vraiment la souveraineté financière. Donc, que je puisse gagner de l'argent sans avoir de clients, sans avoir besoin de la banque et sans avoir besoin d'un État ou d'un patron. Ça, c'est la première étape, c'est la plus importante. Il y a la deuxième étape, ensuite, dans mon plan, c'est la souveraineté alimentaire. Souveraineté alimentaire, c'est important parce que, de toute façon, on dit que tu deviens ce que tu manges. Et si tu manges de la merde, tu deviendras du caca. Voilà. et le but pour moi, c'est plus un peu une vision en mode j'achète des terres, j'ai mon verger, j'ai mon potager et je peux ne jamais aller au magasin pour manger correctement et pour manger ce que j'ai envie également. Le but, c'est pas d'être vegan non plus parce que j'aime bien subvenir à tes besoins directs, quoi. Ouais, c'est ça, sans dépendre de quelqu'un d'autre ou d'une autre entité. Et la souveraineté, c'est ça je l'ai poussé en tout cas jusqu'à la vision que j'ai. Donc ça, c'est la deuxième étape, la souveraineté alimentaire. Et après, le dernier, c'est la souveraineté énergétique. Donc mon énergie à moi et l'énergie également électrique, l'eau, l'électricité, tout ça, en fait, je rêve d'avoir une maison en low-tech. Donc c'est-à-dire que la maison, elle est autonome autant que moi. Et je peux vivre dedans sans avoir besoin d'un État qui me fournit en électricité ou en eau. Okay. Et ouais, donc la souveraineté holistique, comme je l'appelle. Tu parles beaucoup de souveraineté, souveraineté financière et d'autres du coup types de souveraineté. Mais concrètement, c'est-à-dire quoi la souveraineté pour toi? C'est posséder ces actifs, que ce soit matériel ou immatériel, et ils t'appartiennent en fait. Il n'y a que toi et toi seul qui peux décider de les échanger ou de les prêter, tout simplement. Donc ça t'appartient, il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et ton bien, ton actif, qu'il soit matériel ou immatériel. Okay. C'est ça pour moi la souveraineté. Ok, c'est vraiment que les choses puissent t'appartenir en fait finalement à 100%. Mon temps par exemple. Okay. Être souverain de son temps. Aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, pareil, il y a eu plusieurs étapes en fait dans ma liberté. D'abord, j'ai quitté chez moi pour la liberté financière. Donc j'ai gagné de l'argent avec l'armée. Je me suis rendu compte que les finances, enfin l'argent ça fait pas tout et j'avais besoin de liberté de choix. Donc j'ai quitté l'armée pour la liberté de choix. Et pareil, je me suis rendu compte que ça suffit pas. Et ensuite j'ai quitté le salariat pour la liberté de temps. Donc en tant qu'entrepreneur. Mais ça, c'est un piège, vraiment, en tant qu'entrepreneur. On pense qu'on est libre de notre temps, mais si on ne l'organise pas et qu'on ne le fait pas on l'organise pas, on n'a pas des blocs de temps, ne serait-ce que pour sa famille ou pour soi-même, on est piégé en fait dans une prison dorée. Ok, on gagne de l'argent, mais on n'a plus de temps. Et la souveraineté de temps, c'est également hyper important en fait pour moi. Et moi, je dis, dans tous les cas, si ça ne se voit pas sur ton agenda, tu le feras jamais. Ok, incroyable. Donc très bien organisé, très bien structuré. Ton agenda. C'était pas trop mon cas. Faut croire que moi je suis vraiment quelqu'un qui agit au feeling, mais j'ai appris en fait à définir la borne gauche, la borne droite pour être toujours sur le bon chemin. Et je peux naviguer sur ce chemin tout en sachant que je me dirige toujours dans la bonne direction, quoi. Ok. Donc je suis pas vraiment quelqu'un d'hyper organisé, mais il a fallu. Et l'agenda, c'est pas que dans les films. Vraiment, c'est important d'avoir un agenda. C'est très important, ça je peux le dire. Ouais. Je peux le confirmer. C'est beaucoup de psychologie finalement, tout ce que tu évoques. Est-ce que tu penses que la psychologie, c'est vraiment la clé sur laquelle tout investisseur doit travailler? Bah oui, clairement. La psychologie, c'est, comment je la vois, c'est le être, faire, avoir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du foot, mais qui ne sont pas footballeurs. Il
Il y a beaucoup de gens qui font du sport, mais qui ne sont pas sportifs. Quand je vois des gens, et bon, si vous regardez ce podcast, mais peu importe, mais il y a beaucoup de gens, ils vont à la salle, ils habitent à 5 minutes de la salle à pied, mais ils vont prendre la voiture. Et ça, ok, tu fais du sport, mais tu n'es pas sportif. Il faut être au clair là-dessus. Il y a beaucoup de gens, ils vont jamais prendre les escaliers, ils vont toujours prendre les escalators ou l'ascenseur. C'est ok avec ça. Mais attention à la définition que vous avez de vous-même. Vous faites du sport, vous n'êtes pas sportif. Et c'est pareil avec les investissements. Il y en a qui font des investissements, il y en a qui sont investisseurs. Et ça, c'est la différence. Et la clé, elle est dans la psychologie. Tout simplement. Et c'est, on va dire, le plus dur. Parce qu'il faut faire des investissements pour devenir investisseur, mais pas n'importe comment. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, j'ai acheté du Bitcoin », mais ça ne veut pas dire que tu es investisseur. Tu as investi. C'est tout ce que tu as fait. Tu as jeté des dés dans le noir. C'est tout ce que tu as fait. Mais quand tu as une méthode, tu as une structure et tu sais quel levier activer pour atteindre le capital que tu veux, là oui. Là, tu es investisseur. Okay. C'est quoi qu'est-ce qui définit finalement ce palier-là? Comment tu vois que tu as fait cette transition entre le devenir et la préparation avant à le devenir? Tu le vois, moi, l'autre jour encore, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, en étant en soirée comme ça, je vois un gars qui était sur son TradingView en train de regarder les graphiques. Lui, amateur, qui fasse 1 million ou 10 millions amateur. Il n'est pas dans l'instant présent. Il ne profite pas de son moment. Donc, il fait encore des investissements. Il n'est pas encore investisseur. Parce qu'il n'a pas compris qu'investisseur, c'est d'abord investir son temps et son énergie pour gagner de l'argent. Parce que tu peux gagner autant d'argent que tu veux. Si tu investis mal ton temps, ta valeur horaire, donc c'est ta val-heure, donc val-heure avec heure, elle est mal investie. Et donc, du coup, ta valeur horaire, elle est mauvaise. Ok. Et un investisseur, enfin, en tout cas, pour les investisseurs, on va dire moyen-long terme, c'est la valeur qui doit être le focus, en fait. Ok, très bien. Ouais, c'est pas mal comme façon de penser. Je le comprends, c'est une bonne psychologie. Et tu as développé, toi, en parallèle, donc la Jedi Crypto School. Ouais. Déjà, pourquoi le nom Jedi? D'où ça vient? Et dis-nous en plus sur cette fameuse school que tu as mis en place. En fait, ouais, à l'époque, j'ai commencé en 2017. Au début, j'ai fait mon petit bout de chemin. Et c'est en 2019. Des gens des proches qui commencent à me dire « Ouais, tiens, tu as investi en crypto. » Je commençais à voir sur Insta. Comment tu fais? Donc, je commençais à leur expliquer de bonne foi, hein. Sauf que je me suis rendu compte que ça faisait exactement l'inverse que ce que je voulais qu'ils fassent. Et de deux, j'avais plus le temps pour moi-même. Donc, je passais beaucoup plus de temps à expliquer des choses à des gens, au final, qui ne faisaient pas du tout ce que je leur préconisais. Et donc, j'ai perdu ma souveraineté de temps là-dessus. Donc, en 2020, j'ai décidé d'ouvrir ma boîte en tant qu'auto-entreprise en France. Et c'est là, au début, il n'y avait pas du tout de Jedi, hein. Au début, il y avait personne. Pendant 1 an et demi, j'ai fait 0 pointé, hein. Aucun client, je faisais du contenu comme ça, je faisais pas du tout d'argent. Mais au final, ce qui m'importait le plus, c'était de transmettre. Je voulais juste transmettre, donc je faisais beaucoup de gratuit. Et c'est quand j'ai décidé vraiment de me former à ça et que j'ai dit, je veux arrêter le salariat et je veux que ce soit, je veux être mentor en fait pour les Jedi Crypto, il va falloir que je change de statut et que je passe de freelance à CEO, à CEO de mon entreprise. Et donc voilà, c'est là que j'ai décidé de faire mon branding. Et c'était soit, on en discutait juste avant, mais c'était soit Le Seigneur des Anneaux, soit Star Wars. Et j'ai décidé que Star Wars c'était quand même plus connecté avec la technologie et tout ça, donc j'ai pris Star Wars. Donc mes clients, c'est des Troopers et des Jedi, et il y a même des Yoda, et ils ont tendance à m'appeler le maître Yoda, quoi. Incroyable. J'ai pas décidé, mais c'est comme ça. Incroyable, c'est plutôt fort, c'est intéressant. Et qu'est-ce que tu apprends au sein de la Jedi Crypto School? Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi les programmes que tu peux avoir? Je sais qu'il y a aussi différents types d'investisseurs, différents profils d'investisseurs que tu as mis en place. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour nous expliquer tout ça? Alors le process, il est sur 4 piliers: valoriser, pérenniser, optimiser et ensuite performer, dans ce sens-là. Juste la petite parenthèse, les gens font l'inverse. Du coup. Ils veulent d'abord performer et ensuite penser à faire de la valorisation et de la pérennisation. Bref. Mais en soi,
Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a une chronologie, donc il y a une recette. Pour un gâteau, bah, tu vas pas mettre les œufs avant la farine. Enfin, il y a une chronologie, quoi. Et donc, d'abord, on valorise le capital, donc on investit sur du solide. Un client arrive, il définit son profil, donc son profil Jedi, qui va être soit ange gardien, soit loup opportuniste, soit guerrier. Donc l'ange gardien, ça va être quelqu'un qui a beaucoup de temps. Qui a beaucoup de temps, un horizon de temps long, je dirais, et qui a une petite tolérance au risque. Donc, c'est-à-dire, il veut pas prendre beaucoup de risques. Il a compris que les cryptos, la blockchain, c'est une révolution. Il veut s'y exposer, mais pas non plus y investir beaucoup de temps. Donc, il est capable d'investir sur du long terme et pas prendre beaucoup de risques. Donc, il va être spécifiquement sur des grosses cryptos, quoi. Ensuite, il y a le loup opportuniste. 80% de la population, c'est des loups opportunistes. Ils veulent saisir les opportunités. Ils ont une tolérance au risque plus élevée. Donc, une tolérance au risque plus élevée. Et ils veulent également des résultats sur l'année, quoi. Pas attendre 10 ans avoir le premier résultat. Ils veulent des résultats sur l'année. Et c'est là qu'ils vont donc du coup entamer un processus un peu plus... des investissements sur des altcoins. Donc, en général, la répartition sur ce genre de portefeuille, c'est 60-30-10. 60% core de portefeuille. Donc, core, ça va être du Bitcoin, de l'Ether, des grosses cryptos, quoi. Ensuite, il y a les satellites 1. Donc, c'est ce qui va graviter autour du core. En fait, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est des grosses market cap. On va avoir du AAV, du Link là-dedans. Pas que, mais bref, d'autres cryptos, quoi. Et après, il y a le satellite 2, là où on va aller chercher de la performance, mais on va moins investir dessus. De 1, parce que c'est risqué, et de 2, parce qu'on n'a pas besoin d'investir gros pour avoir des gros chiffres. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre avec ces stratégies-là. À partir du moment où tu as une structure et surtout une gestion du risque, ça va te permettre de valoriser ton capital sur du moyen-long terme. Une fois que tu as fait des bénéfices, tu les pérennises. Donc, tu vas les mettre dans des solutions en fait, de génération de cash flow, 14-20% annuel. Et ce cash flow-là, tu vas pouvoir faire un flywheel, ce que j'appelle une roue vertueuse, quoi. Soit le réinvestir du coup augmenter ta capacité de DCA, quoi. Ou prendre des risques avec, en fait. Au lieu de prendre des risques avec ton capital, tu vas prendre des risques avec ton cash flow. Donc, imaginons qu'il y a une nouvelle crypto qui est sortie, ou peu importe, un même coin, tu vas prendre des risques avec ton cash flow. Et là, tu es vraiment investisseur. Et là, tu peux te dire, oui, je prends des risques mesurés. Ok. Donc, toi, ta stratégie, c'est de mettre en place des systèmes pour déjà aller chercher de la performance, finalement. Ça, c'est quelque chose de tout à fait classique, ce que tout le monde recherche. Ouais. Mais une fois que tu as généré cette performance, cette plus-value, c'est comment la réinjecter intelligemment pour pouvoir en générer d'autres, finalement. Et quelle solution tu as, par exemple, j'imagine que c'est beaucoup sur le staking, la DeFi, etc. Ouais. Je sais que tu es un adepte un petit peu de ce côté-là. Dis-nous en plus. Comment aujourd'hui, toi, tu fonctionnes avec ton portefeuille, avec tes cryptos? Un truc simple, hein, rien que sur AAV. Moi, je pense que vraiment AAV, enfin la plateforme AAV que j'appelle du coup, pour moi, c'est la banque centrale des cryptos. C'est par là qu'on peut se faire financer. Et puis bref, c'est la banque centrale. Hein. Aujourd'hui, AAV, et il faut savoir utiliser ce protocole parce que en fait, quand on comprend le protocole AAV, on comprend la macroéconomie, en fait. C'est les prêts et les emprunts, et tu peux devenir ta propre banque là-dedans, et être l'intermédiaire qui va prêter de l'argent ou emprunter de l'argent de façon décentralisée et en un clic. Donc, simplement des stratégies avec AAV, une des simples que je préconise, c'est une fois que tu as pris tes profits en USDC ou en USDT, en stablecoin, quoi, tu vas venir les prêter sur AAV, tu vas avoir un rendement entre 3, 4, 5%, et ce cash flow-là va te permettre d'emprunter, du coup, soit du Bitcoin ou de l'Ether, peu importe en fait ce que tu veux emprunter, et tu vas pouvoir faire un levier en fait, sur la crypto que tu as acheté sans risquer ton capital. Ok. Donne-moi un exemple concret pour que ça parle aux auditeurs. Imaginons là, par exemple, moi j'ai 1000 $, ou 10 000, peu importe. Qu'est-ce que je fais, par exemple, pour optimiser ces 10 000 et quelle roue je peux mettre en place? Quelle succession d'étapes je peux mettre en place? Tu as 1000 $, c'est du capital. Oui.
Là, tu les places par exemple sur de l'Ether. Aujourd'hui, l'Ether, il est à 3000 balles, je crois, je regardais ce matin. Il est à peu près à 3000 balles. Tu veux le vendre à son top, donc à son ATH à 4008. Cette plus-value-là, tu la prends. Déjà, tu reprends ton capital. Et avec de la plus-value. Comment tu reprends avec de la plus-value? C'est-à-dire tu as 1000. Mais comment imagine, tu as fait 50%, donc tu as fait 500 balles. Okay. Bah, tu reprends, tu prends 1002 par exemple. D'accord. Tu prends 1002 et ces 200 balles-là, bah, tu peux aller par exemple les prêter sur AAV. Sur AAV, aujourd'hui, tu dois avoir un truc entre 3,7% sur de l'USDC. Donc tu vas avoir 3,7%. Alors oui, bah, sur des petits chiffres, ça fait pas grand-chose. Mais on s'en fout. Le plus important, c'est le pourcentage. Donc ce pourcentage-là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu es payé pour prêter de l'argent. Donc il y a des gens qui sont capables d'emprunter ton USDC et te payer 3,7%. T'es payé journalier, par semaine, par mois, par an? C'est de toute façon même toutes les secondes en fait. Ok. T'es payé immédiatement du moment que tu mets dans la pool. C'est ça. Donc de prêt, du moment que tu prêtes ton argent, c'est immédiatement rémunéré. Ouais, après, quand c'est des petits montants comme ça, t'es rapidement payé. Mais quand tu vas commencer à taper sur des gros chiffres, il va falloir attendre que quelqu'un les emprunte. Oui, voilà. C'est ça. Il faut quand même attendre que quelqu'un emprunte. Ouais. Donc, c'est pas automatique selon le montant. Ouais, parce que c'est des petits montants. Si c'est 100 balles, c'est directement emprunté. C'est ceux qui sont liquidés en premier, entre guillemets. Ok. C'est ça. Donc tu vas avoir ces 3,7% de cash flow, tu vas être payé pour prêter de l'argent, comme en fait au final la banque fonctionne. Hein. Et ces 3,7%, bah, tu vas pouvoir en fait avoir une capacité d'endettement. Et aujourd'hui, sur du Bitcoin, emprunter du Bitcoin va être à 0,20%. Okay. Donc en fait, on te paye 3,70 et toi, tu vas avoir une capacité d'endettement à 0,20 sur du Bitcoin. Donc en fait, tu gagnes de l'argent à emprunter du Bitcoin. Donc tu vas pouvoir exposer ta plus-value sur du Bitcoin et potentiellement avoir la montée du Bitcoin, donc valoriser ce capital-là et pouvoir ensuite rembourser ta dette et garder le surplus. Ok. Donc aujourd'hui, si je résume bien, donc tu as 1000 $, tu achètes de l'Ethereum avec. Par exemple, que tu mets sur AAV sur une pool où tu prêtes tes Ethereum, donc à un taux de 3,20. Non, d'abord je le valorise. Je le laisse monter, comme ça je fais du... d'abord, il faut faire du bénéfice dessus. Je fais du bénéfice, comme ça. Spot, quoi, de façon tout à fait classique. Ouais. Donc tu attends de faire ton bénéfice, donc tu attends de prendre par exemple 50% de bénéfice, donc tu te fais 500 $ de plus-value. Ces 500 $ là, c'est ceux-là que tu vas les mettre au travail, donc sur AAV. Donc en ETH, tu fais du prêt, tu gagnes 3,2% dessus. Et sur ce que tu gagnes, enfin grâce à ce que tu gagnes, tu peux réemprunter directement du Bitcoin. Sans avoir à remettre du collatéral, parce que ton collatéral c'est bien les 500 du coup finalement. Ouais. Et là tu prends du Bitcoin à 0,2% d'endettement. D'endettement. Et le Bitcoin, une fois que tu l'as, tu peux en faire ce que tu veux ou tu as des contraintes par rapport à ça? Non, tu peux en faire ce que tu veux, ça t'appartient. En fait, le protocole AAV va toujours être surcollatéralisé. En fait, par exemple, imagine tu poses 100 balles en lending, tu vas pas pouvoir emprunter plus de 40%. Donc en fait, tu as une LTV, donc loan to value, à 40%. Donc tu vas pas pouvoir emprunter plus de 40 balles. Okay. Et le but, c'est surtout pas d'emprunter, d'être à max en fait de ta LTV. Donc c'est pas d'emprunter, d'être au threshold en fait, je même pas au seuil au seuil quoi. Au seuil, ouais. Tu as une capacité d'emprunt maximum. Ouais. Tu as une capacité d'emprunt maximum et donc le but c'est d'être le plus loin possible de ton threshold en fait. Ouais. Et en faisant ça, bah, tu vas pouvoir donc du coup emprunter et être exposé à l'appréciation en fait du Bitcoin ou peu importe de quel actif tu as acheté. Mais après il faut être solide là-dessus. Tu dis qu'il y a un montant maximum, donc c'est relié finalement à ce que tu avais mis en emprunt, ce que toi tu avais mis en prêt, voilà. Donc c'est directement calculé sur la plateforme tout ça, hein, donc tu le vois en fait finalement. Tout est fait. En fait, on appelle ça c'est un prêt lombard. Ok. C'est un prêt lombard et le prêt lombard il se fait plus dans l'investissement traditionnel parce que bon, je sais pas si j'espère qu'on peut le dire ça, mais aujourd'hui les banques prêtent
sur du vent. Voilà, je le dis. Et en fait, c'est prêté sur du vent. Il n'y a rien derrière. Et donc, c'est pour ça que du coup, il y a un endettement massif en fait de tous les pays en soi. Et parce qu'il n'y a pas d'or ou d'actifs solides derrière, de l'immobilier ou peu importe. Donc, le prêt Lombard, en fait, c'est qu'il y a vraiment les finances derrière. Et AAV, le protocole, en fait, ne peut pas prêter plus que ce qu'il a, en portefeuille. Et en plus, tu vas pouvoir emprunter seulement 40% de sa trésor. Donc en fait, il va toujours être surcollatéralisé par rapport à toi. Donc s'il y a un crash de marché, normalement, il est assez solide pour l'encaisser. Ouais. Ok. Ouais, c'est un système qui est quand même bien conçu, qui tient haut, et c'est peut-être aussi pour ça que AV est là depuis. C'est arrivé qu'une fois qu'il ait besoin de renflouer les caisses. Mais aujourd'hui, à AV, ça génère du cash, hein. Vraiment beaucoup. Ok. Donc, une fois que tu as re-emprunté ces bitcoins, qu'est-ce que tu en fais du coup par la suite? Après, soit tu décides de les garder, comme ça, tu es exposé à la valorisation de bitcoin et c'est déjà bien. Soit tu décides du coup de le vendre. Tu vends ce bitcoin, tu rachètes de l'USDC, tu remets ces USDC en collatéral et puis tu rachètes encore du bitcoin. Et ça, tu peux le faire pas de façon infinie. C'est des boucles en fait, des boucles à effet de levier, et tu peux le faire jusqu'à ce que en fait, ton taux d'endettement soit... en fait, sur AAV, il y a un health factor. Donc, c'est un facteur de santé de ton emprunt qui est en général... moi, j'essaie d'être en dessous des 10. Donc, dès que j'approche les 10, j'arrête de faire des boucles, en fait. Ce facteur de santé, il est évalué par rapport à quoi exactement? Ton taux d'endettement, en fait. Ah, sur le taux d'endettement. Ouais. Et tu peux aller jusqu'à combien? Tu peux aller jusqu'à 0. Mais si tu es à 0, tu es exposé aux moindres fluctuations de marché. Si le marché fluctue, tu te fais liquider. Ah, tu as toutes tes positions qui sont liquidées par sécurité. Eux, ils reprennent tout. Voilà. C'est comme ça qu'en fait, finalement, ils arrivent à payer tout le monde et qu'il n'y a pas de problème. Et toi, tu as posé 100 balles et tu as emprunté 40 balles. Mais eux, ils vont reprendre 100 balles. Hein. Oui. Okay. Donc, c'est comme ça qu'ils sont rentables. Bien sûr. Qui s'assurent également que toi, tu as plus d'intérêt à rembourser la dette plutôt que de partir avec. Que de partir avec. Ouais. Ok, je comprends. Ok, c'est plutôt intéressant. Donc, au final, eux, ils sont sécurisés sur cet aspect-là. Et toi, tu peux faire de l'effet de levier en fait en continu, mais attention à ne pas trop dépasser et jouer avec le feu parce que tu risques de te brûler les ailes à un moment donné, ça va casser toutes les boucles en fait et là tu perds tous tes sous. Il y a énormément il y en a certains qui ont fait des effets de cascade comme ça, et c'est pour ça que quand il y a des liquidations sur le marché spot, il y a tout le marché de la DeFi derrière, et après il y a le perp, il y a le perpétuel aussi qui est impacté, mais bon, faut faire attention. Ouais. Les effets, plus tu prends d'effets de levier, plus tu prends de risques, et plus tu as de risques, plus tu as de chances de perdre. Forcément. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça que toi tu fonctionnes aujourd'hui avec tes investissements. Est-ce qu'il y a autre chose que cette méthode-là que tu utilises en DeFi potentiellement? En fait, j'en utilise plein. Il y a les stratégies x2, comme j'ai dit. Donc aujourd'hui, sur des altcoins, il y a énormément de potentiel x2 sur les altcoins. Donc la stratégie x2, elle est simple, c'est simplement de faire des x2. Et donc, c'est tout con. Mais en fait, en 5 opérations, 2 x 2, tu peux faire un x 32. Donc en fait, tu fais un 1000, 2000, 2000, 4000, 4000, 8000, 8000, 16000, 16000, 32000. Tu es parti de 1000, tu as fait 5 coups, tu encaisses 32 000. Alors ça paraît cool comme ça, mais c'est compliqué dans la structure. C'est-à-dire que le x2, faut pas prendre sur n'importe quoi. Parce qu'il y a des x2 qui peuvent faire moins 100%. Et comment tu choisis justement ces cryptos-là? Et aujourd'hui, tu as énoncé, tu as dit qu'il y a beaucoup de cryptos sur lesquels on peut faire des beaux rendements. Est-ce que déjà tu as des cryptos fétiches, des noms un peu à donner? En soi, moi je travaille beaucoup sur la blockchain Cosmos, donc Akash, DYDX, Atom. Il y a le CRO également, parce qu'il a migré sur le Cosmos de crypto.com. Ouais, il a migré sur le Cosmos Hub, quoi. Okay. Enfin, sur le Cosmos, quoi, on va dire. Et il y a plein de cryptos sur le Cosmos que j'apprécie. Après, il y en a pas mal sur Ether. Et j'ai également j'ai pas voulu trop me diversifier sur les différents blockchains. Solana, j'ai vraiment laissé de côté. Et je me suis concentré sur Ethereum et Cosmos parce que j'aime beaucoup ces deux écosystèmes. Ouais. Ok. Et tu fais comment pour choisir aujourd'hui une crypto? Concrètement, comment tu fais pour te positionner, te dire celle-là, je pense qu'elle a des
possibilités de performance et jusqu'à où ça part? Comment tu fais pour déterminer toutes ces choses-là? Ouais, après j'ai 25 critères, 25 critères, on va dire, fondamentaux. Bah, c'est même pas, on va dire, c'est des 25 critères fondamentaux sur lesquels je me base. Je mets beaucoup de l'intelligence artificielle. J'ai bien designé tout mon écosystème avec l'intelligence artificielle pour que ça puisse aller chercher les données. Parce que je suis sûr que on l'a tous fait, hein. On a tous eu 40 onglets ouverts avec, pour une seule crypto, on avait 40 onglets ouverts. Là, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui va aller donc du coup chercher les informations sur les bonnes sources, évidemment, et qui va me les compiler en fait au même endroit. Et par rapport à ça, je vais prendre des décisions par rapport au tokenomique, ultra important, les amis. Le tokenomique, c'est l'une des meilleures analyses, la plus simple, je dirais, à maîtriser, plus simple que l'analyse technique d'ailleurs. L'analyse tokenomique, elle permet de lire dans le futur. Vraiment, hein, parce que tu as des schedules, t'as des vesting schedules, donc c'est-à-dire à tel jour, telle date, on sait qu'il y aura une libération de tokens, et en général, quand il y a des grosses libérations de tokens, il y a une pression vendeuse dessus. Et c'est comme lire dans le futur. Si tu sais que dans un an, il y a une pression vendeuse qui va arriver, et qu'il te reste, potentiellement, tu as un an pour valoriser ton capital, à toi d'utiliser, d'être bon sur ta stratégie d'achat, déjà d'entrée en position et de vente également, avant de subir la libération des jetons, notamment ce qu'il y a eu sur Sui il y a 2-3 mois là. Il y a une grosse chute, tout le monde était Sui, ça dégringole. Non, il y a juste une libération de jetons, les gars, en fait. Et ça, c'est un avantage concurrentiel pour les investisseurs qui savent juste aller lire un tokenomique. Ouais, parce que du coup, tu peux prédire potentiellement une chute, donc comme ce qui a passé sur Sui il y a quelques temps, comme tu dis, et tu peux te dire, ok, en fait, j'attends, même si je veux rentrer sur le marché, une potentielle chute, et là, je rentre dans le game avec des soldes qui ont été appliqués, quoi. C'est ça, donc en fait, quand tu sais qu'il va y avoir une pression vendeuse, il y a deux solutions. Soit tu es déjà exposé et que faut vendre avant cette pression, avant cette date-là, soit tu n'es pas encore rentré, tu attends justement cette date-là pour rentrer en position. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du marché crypto? C'est vrai que ça fait quand même quelques mois et même presque 2 ans que les choses sont en train d'être bouleversées. Ouais. Qu'en penses-tu? Quel est ton avis là-dessus? Comment tu arrives à analyser tout ça? Le marché crypto, en ce moment, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est qu'il est vachement exposé à énormément de régulation. Et le nouvel acteur qu'on a en ce moment, c'est un institutionnel. L'institutionnel, il a besoin de régulation. Sinon, il ne peut pas agir comme il veut, je dirais. Donc, ça a quand même été capitalisé, mais pas sur les altcoins. Mais c'est principalement les altcoins sur lesquels on attend, et on a beaucoup de capital de côté en ce moment sur les alts, et on attend cette régulation-là. Donc XRP est en train de faire pas mal de choses. Je ne dis pas XRP pour que vous l'achetiez, il n'y a pas de conseil en investissement. C'est juste que pour l'instant, c'est l'acteur qui travaille le plus fort sur cette partie-là, sur cette partie régulation. Et il y a pas mal également le narratif du moment, c'est le narratif RWA. Tokenisation d'actifs réels, que ce soit immobilier, des bons du trésor, peu importe. Il y a tout qui va être tokenisé sur la blockchain, et ça fait mal à tous les gens qui sont dans la bourse, parce que c'est eux qui doivent bouger pour aller chez nous. Et ça leur fait mal. Bref, c'était la petite parenthèse, parce que j'avais rencontré pas mal de gens assez riches qui ont fait pas mal d'argent dans la bourse. Et alors, les cryptos, c'est de la merde. Dans tous les cas, vous allez bouger pour venir chez nous. Donc, il va falloir comprendre. C'est ça. C'est ce que BlackRock est en train de mettre en place, justement, pour pouvoir bouger le marché de la bourse sur le marché de la crypto. En fait, c'est pouvoir tokeniser finalement. Je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment de la crypto à proprement parler. C'est plutôt tokeniser les actifs financiers qui sont déjà existants sur le marché boursier, et de permettre en fait de les garder ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur la blockchain en toute transparence, sans qu'il y ait de tiers qui puissent fermer et ouvrir la bourse de Wall Street toutes les semaines, quoi, tu vois. C'est ça.
Parce qu'en fait, la blockchain, c'est quoi? C'est juste un livre, en fait. C'est juste un livret de compte. Et on peut l'appliquer à la finance, mais on peut l'appliquer à la logistique. Par exemple, Coca-Cola utilise la blockchain aujourd'hui pour savoir combien de palettes de Coca sortent et combien, du coup, ils doivent en créer. C'est juste un livret de compte, en fait, la blockchain. Mais c'est automatisé. Et c'est ça qui est en fait révolutionnaire parce que également c'est transparent et immuable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la changer. Et oui, donc le RWA s'applique énormément en fait sur la blockchain et même ça permet d'intégrer des investisseurs qui ne pouvaient pas avant. Et aujourd'hui, on peut acheter de l'immobilier pour 50 balles. Et ce marché-là, qui à l'époque, l'immobilier c'est quand même un actif pour d'élite. Faut avoir beaucoup d'argent quand même si tu peux en lever avec la banque. Mais ça, c'est qu'en France. Je peux vous dire qu'en Suisse, si t'as pas d'argent, tu fais pas d'immo, quoi. Ouais, mais voilà, donc c'est un actif pour l'élite. Et donc aujourd'hui, on peut acheter de l'immobilier, par exemple au Panama, par exemple, on peut en acheter pour 50 balles. Donc tu vas acheter, imaginons 1 mètre carré, et tu vas avoir le rendement au prorata de ce que tu as posé. Donc ça, c'est vraiment top, et ça permet, c'est ça la tokenisation d'actifs réels. Grâce à des solutions d'entreprises dans la crypto qui permettent de pouvoir faire les intermédiaires et de pouvoir générer ce genre de choses. Ouais. Notamment, parlons-en, mais notamment Realty qui va pas très bien en ce moment. Moi, j'ai pas mal beaucoup investi là-dessus et il y a eu des soucis dernièrement. On va voir comment ils se retournent, mais c'est très très compliqué pour eux en ce moment. C'est quoi comme souci pour expliquer à ceux est-ce que tu penses un scam? Est-ce que c'est des vrais soucis? Non, c'est des vrais soucis parce que non, Realty c'est vraiment, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est pas du tout un scam. Tu peux expliquer le concept, l'entreprise Realty, qu'est-ce qu'ils font? Realty, ils font de la tokenisation d'actifs immobiliers. Donc en fait, eux, par exemple, sont positionnés sur Détroit, donc c'est à la frontière canadienne, et il y avait énormément de maisons en fait à rénover. Et donc ils ont rénové, sauf que les entrepreneurs qu'ils ont employés ont mal fait le boulot. Et donc ils ont identifié, donc du coup c'est les différentes maisons où le travail de rénovation a mal été fait. Et ils en ont identifié à 80 à peu près. Je m'étais renseigné un peu sur le délire, parce que bon, j'ai quand même investi beaucoup. Mais du coup, là, en ce moment, Détroit a sorti ils ont porté plainte, quoi. Ils ont porté plainte contre eux sur 406 habitations au lieu de 80. Ouais. Donc là, c'est un peu compliqué là pour eux. Heureusement qu'ils ont diversifié un peu sur le Panama, mais voilà. Alors, donc le principe de Realty, c'était que tu pouvais arriver avec $50 et tu avais un rendement entre 9 et 10% entre 7 et 10% sur ton investissement. Donc peu importe combien tu investis, tu peux avoir les mêmes rendements que quelqu'un qui a investi 100 000, 1 million. Okay. Et ça, c'est vraiment top. Donc, ça permet de toucher une catégorie de personnes un peu moins fortunées, mais d'avoir exactement les mêmes rendements. Ça, c'est top. Mais là, aujourd'hui, ils ont un peu des soucis, quoi. Ok. Il y a d'autres boîtes qui font aussi comme Realty. Il y a Realio, il y a plusieurs autres sociétés. Brix aussi. Brix, je crois que c'est plus côté bourse. Je crois qu'ils font ça. C'est pas relié directement à la crypto. Si, ils font à la base, ils font de la tokenisation immobilière aussi. Okay. Et on a une à Lyon qui s'est lancée, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois pas que ça a trop bien marché. Mais après, faut du temps. Parce que le RWA, c'est un narratif qui est prometteur, mais qui a besoin d'énormément de régulation également. Donc tout va se jouer avec les régulations qu'on attend de la part de Trump sur les régulations crypto. C'est favorable en ce moment, mais on est encore sur des prix abordables, donc voilà, il y a encore des opportunités, il faut les saisir et je pense qu'il faut arrêter de se plaindre sur le fait que ça monte pas, parce que le jour où ça montera, tu diras j'aurais dû investir plus. Donc faut quand même se contenter c'est pas se contenter de ce qu'on a, mais d'être dans le présent. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut faire que demain va être meilleur? Et tu as vraiment cette conviction que le marché va quand même augmenter considérablement, parce qu'aujourd'hui on voit le Bitcoin qui est en train de casser des records. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, le Bitcoin a déjà franchi la barre des $120 000. On a même avoisiné les 123 000, on les a même touchés. Le reste du marché, c'est pas trop ça. Il dort. Ouais, il dort sévère, et c'est la première fois qu'on voit ce genre de situation. Déjà, c'est quoi ton analyse là-dessus et comment tu vois la suite?
Bon, je pense qu'on est toujours dans les créneaux, c'est-à-dire que bah, du coup par rapport au halving, parce que c'est la référence, le halving, on est toujours dans les temps. Normalement, c'est toujours fin d'année où on aura une alt season, donc pour l'instant pas d'inquiétude là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'était que on a toujours dans tous les cas un Bitcoin qui se valorise d'abord. Ensuite, il y a une rotation de cash vers en tout cas, c'est comme ça ce qui s'est passé en 2021. D'abord, Bitcoin monte, ensuite rotation de cash vers l'écosystème Ethereum et ensuite vers les autres écosystèmes. Là, on a potentiellement Solana qui est un peu un winner de ce bull market. Mais en soi, on est toujours dans les temps. Donc, enfin, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de bull market, vous étiez où en 2022 ? Ouais. Parce que depuis, ça a quand même bien monté, hein. Que ce soit Bitcoin ou d'autres cryptos. Je pense à Injective, par exemple, qui a changé son tokenomics et qui a explosé total. Il y a Ondo qui est sorti, il y a du Tao. Enfin, il y a eu énormément de choses qui ont bien valorisé. Mais par contre, ce qui a bloqué ou freiné, je dirais qui a fractionné la liquidité, c'est les meme coins. Donc il y a eu une grosse vague de meme coins, comme il y a eu les NFT en 2021, et ça a fractionné en fait le marché. Il y a beaucoup de gens qui pensent toujours aujourd'hui que les meme coins, on peut faire de l'argent. Oui, on peut faire énormément d'argent, hein, sur les meme coins. Moi, j'en fais pas du tout, mais il y a des gens qui en font. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui perdent de l'argent pour une minorité qui gagne. C'est sûr. Donc, on voit souvent ceux qui gagnent, mais rarement ceux qui perdent. Parce que c'est des pyramides de Ponzi, hein, les mêmes coins, il faut le dire. Hein. Il y a beaucoup de gens qui investissent, très peu de gens qui en ressortent gagnants. Donc c'est des pyramides de Ponzi, mais ça ne crée pas de valeur. Et moi, je suis dans la création de valeur, je suis dans la souveraineté, et pour l'instant, on est dans une phase de momentum qui tourne en boucle et qui ne crée pas de valeur. Et moi, là où je veux me positionner, c'est sur des cryptos qui ont de la valeur. Dommage, j'ai pas la courbe devant moi, mais en soi, un projet crypto, c'est comme une entreprise. Quand elle est lancée, elle lève de la dette. Donc elle lève de la dette, il y a sa dette qui augmente, il y a son net profit qui baisse également. Donc ensuite, ils investissent énormément dans le marketing, donc il y a une hype qui se fait. Ensuite, il y a un pic de hype. Ce pic de hype, il est indispensable en fait pour les investisseurs, les seeds, quoi. Je sais pas comment on appelle en français. Oui, les seeds. Les investisseurs privés, ceux qui arrivent avant tout le monde, quoi. Les investisseurs privés, et eux, ils prennent de l'argent à ce moment-là. Et c'est pour ça que du coup, il y a la cassure en fait de la hype qui redescend. Et c'est dans cette cassure-là qu'ensuite, il y a une stabilisation. Pour ceux qui connaissent la courbe de Gartner, dans cette stabilisation-là, c'est là qu'on veut se positionner. Parce que on ne sait pas vraiment si la hype va continuer. Et nous, moi, ma stratégie pour se positionner sur du solide, j'attends que la hype redescende. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans cette zone-là de stabilisation ? Est-ce que le protocole génère du cash ? Ça, c'est important. Est-ce que, du coup, moi, mon critère de sélection, c'est est-ce qu'il y a plus de 80% des jetons qui sont disponibles sur le marché ? Donc, c'est-à-dire que, il y a quand même, il y a 80% des jetons disponibles sur le marché. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de pression baissière potentielle sur les prochaines années. Et en général, les 20% qui restent, c'est soit pour la team, soit pour la fondation. Donc ça, c'est vraiment un critère de sélection pour sélectionner des altcoins ou des coins, hein, tout simplement solides, quoi. Et c'est vraiment de voir en fait s'il génère du cash, la tokenomique comment elle est, et si sa TVL augmente et sa DAU, donc c'est Daily Active User, et si sa DAU augmente. S'il y a tous ces critères-là pendant que personne ne parle de ce projet-là, hashtag Ethereum, c'est très très bon pour le projet parce que du coup, il entame sa phase de croissance et de stabilisation. Ok. T'as dit hashtag Ethereum, que penses-tu d'Ethereum justement ? Ethereum justement a toujours, il génère du cash contrairement à Solana. Solana ne génère pas de cash. Okay. Sachez-le, allez sur Token Metrics, non c'est pas sur Token Metrics, sur Token Terminal, allez sur Financial Statement de Solana. Solana crame 3 fois plus que ce qu'ils gagnent. Donc c'est-à-dire ils peuvent gagner 100 millions de dollars par mois, mais ils en crament 300 derrière. Donc c'est une entreprise qui n'est pas rentable. Donc je peux comprendre que il y a de l'investissement qui est fait derrière, de la recherche et développement, mais au bout d'un moment, une entreprise qui existe depuis 2020, il faut qu'elle génère du cash. Ça fait 5 ans. Dans la vie réelle, une entreprise qui ne génère pas de cash au bout de 5 ans,
mais ça finit en tôle, ça. Il n'y a que dans la blockchain que ça existe. Hein. Et du coup, Solana, c'est cool, mais ça génère pas de cash. Et comment tu expliques que ça puisse tenir autant? La hype, les investisseurs qui sont derrière et le fait de vendre un produit futur qui aujourd'hui n'y est pas. Que la blockchain, c'est le futur, mais aujourd'hui, on n'a pas de produit, quoi. Il y a énormément de cryptos qui sont dans ce cas-là. Ok. Donc toi, tu penses vraiment que Ethereum va pouvoir reprendre du poil de la bête à un moment donné? Oui. Les données, les métriques sont en faveur de ça et on attend que le top départ en fait, pour que ça puisse partir, quoi. Ben, quand tu regardes, Ethereum a plus de 80% de sa supply qui est dispo. Il génère du cash depuis début 2024, il génère du cash. Parce qu'il y a eu le merge, donc ça a mis un peu de temps et donc du coup il était déflationniste et bref, depuis début 2024 il génère du cash. Donc il crée une trésor également. Donc dans la courbe en fait, ce serait intéressant de pouvoir le mettre peut-être sur cette vidéo, mais donc sa courbe de net profit là passe en profit. Donc tout ce qu'il génère c'est vraiment du profit, quoi. Et tous les investisseurs sont payés. Et derrière, il y a une TVL qui explose, qui explose toutes les autres blockchains. Donc aujourd'hui, Ethereum représente 80% de la TVL dans DeFi. Hein. Ok, c'est énorme. Donc voilà. Ok, donc ouais, on devrait. Et à ton avis, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui Ethereum d'aller frôler son ATH, voire même de le dépasser? Parce que c'est vrai qu'il est quand même assez timide, c'est très réservé, et pourtant il y a l'ETF Ethereum qui a été mis en place. Tout portait, tout allait dans le sens d'Ethereum justement pour qu'il puisse décoller et aller chercher des plus hauts historiques, mais rien ne se passe et on a l'impression aussi que c'est en train de reculer. Est-ce que c'est justement ce qu'on veut nous faire croire ou est-ce que c'est la réalité aussi? C'est que peut-être que Vitalik ne joue pas les bonnes cartes, ne fait pas les bonnes choses correctement. Bah après, ouais, c'est vrai qu'Ethereum c'est un peu plus lent dans le design. Par design, Ethereum est plus lent que Solana. Mais en soi, il n'y a rien qui l'empêche à retourner voir, en termes de prix, il n'y a rien qui l'empêche à retourner voir les ATH. Mais quand on regarde vraiment la courbe en fait, que je parle depuis tout à l'heure, bah, Ethereum est en avance par rapport à Solana. Okay. Solana, il est encore dans sa hype. Okay. Et ensuite, il y a la destruction. Il y a la destruction de hype et il y a encore des investisseurs qui n'ont pas été payés. Sur Solana. Donc c'est normal en fait que pour l'instant il y a une valorisation sur Solana qui est incroyable et c'est au final que de la spéculation. Et aujourd'hui, je dirais pas qu'il y a plus de spéculation sur Ethereum, mais il y en a beaucoup moins parce que les gens aiment la volatilité, les traders aiment la volatilité, donc c'est moins intéressant pour eux de venir sur Ethereum et de trader Ethereum. Ils préfèrent au final l'arbitrer contre du Solana pour avoir du potentiel, quoi. Ok. Si on doit faire un petit top 10 des cryptos sur lesquels aujourd'hui tu te positionnerais, si tu dois reprendre de zéro et construire un portefeuille, là maintenant, tu dois me donner 10 cryptos, lesquels te viennent à l'esprit directement? Bitcoin, hein, clairement, peu importe son prix, moi, ce qui m'intéresse sur Bitcoin, c'est le stockage de valeur dans le temps. Donc Bitcoin, de toute façon, je suis capable de le garder 1000 ans s'il faut. Indéfiniment. Ouais, indéfiniment. S'il faut, donc Bitcoin, Ether. Ensuite, donc ça va être mon corps de portefeuille. Ensuite, j'aurai mon satellite 1 avec de l'atome, beaucoup d'atomes, du Link, du AAV. En fait, c'est un peu mon portefeuille aujourd'hui. Donc là, il y en a 5. Là-dedans, moi, après, je vais mettre également du RWA, donc avec du RSR, du Ando. Du Injective également. Bon, Injective, c'est quand même ultra spéculatif en ce moment parce qu'il n'y a pas grand chose qui se passe sur la blockchain, mais ils font des choses, c'est-à-dire qu'ils ont tokenisé des actifs boursiers. Donc tu peux trader du Nvidia aujourd'hui sur la blockchain. Donc ça c'est top. Injective, je ne sais même plus, on doit être à 8 là. Injective, ensuite j'ai quoi qui est intéressant? Moi je prendrais vraiment du Uniswap également parce qu'il y a vraiment un gros narratif qui est intéressant en ce moment, c'est le fee switch. Énorme comme narratif. En fait, c'est pas vraiment un narratif, c'est juste un changement de business model qui on peut appeler aussi du fee sharing. C'est-à-dire qu'une plateforme qui génère du cash, comme Uniswap, qui est une licorne, c'est marrant d'ailleurs qu'ils aient choisi la licorne, ils avaient déjà pensé au fait qu'ils le seraient. Et une licorne qui génère plus d'1 milliard par an,
Et en termes de bénéfices, je crois qu'il doit être à 400 millions par an, donc c'est plutôt pas mal pour une entreprise blockchain. Bah, ces 400 millions, en fait, peuvent être redistribués sous forme de tokens, leurs jetons à eux, à des holders ou à des stakers. Bon, principalement à des holders sur Uniswap parce qu'il n'y a pas de staking. Mais donc voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est plus du staking et qu'on est payé ex nihilo. C'est-à-dire qu'ils vont imprimer de l'argent depuis rien. Là, c'est vraiment des gens qui sont capables de payer le protocole Uniswap et on va être reversé en fait comme des dividendes pour avoir holdé le jeton. Okay. Donc ça peut faire ça peut être comme des dividendes en fait au final. Uniswap depuis on subit quand même une grosse baisse à un moment donné. Moi je n'ai pas trop suivi le cours d'Uniswap. Ouais, c'est en train de reprendre du poil de la bête. Comment ça se passe c'est pareil hein, en termes de TVL, c'est toujours le plus gros DEX sur Uniswap et même je dirais sur toutes les blockchains, c'est le plus gros DEX. Après, il a pas mal de concurrence parce qu'aujourd'hui, on a des méta-agrégators. Donc, en fait, on n'est plus obligé de passer par Uniswap ou par la plateforme en elle-même. On peut faire des swaps à travers, comme comment ça s'appelle le truc pour... Comme les bridges. Non, mais pour les avions, tu sais, Skyscanner. En fait, okay. Oui, un méta-agrégateur, c'est comme un Skyscanner. Ça va scanner tous les compagnies en fait, de vol et ça va te donner le meilleur itinéraire, le moins cher. C'est pareil. Ouais. Donc là, on va te donner le meilleur itinéraire au moins cher et même si tu dois passer par le Bangladesh pour aller en Russie, quoi. Mais c'est con, mais c'est moins cher. Donc, du coup, Uniswap a pas mal de concurrents par rapport à ça, mais ça reste le DEX le plus gros. Et notamment, moi, aujourd'hui, j'utilise principalement que Uniswap parce que c'est l'un des seuls où tu peux poser des ordres limites. En fait, c'est pas l'un des seuls, c'est juste que tu es obligé d'aller sur Uniswap si tu veux poser des ordres limites. Okay. Tu peux pas aller sur un agrégateur pour ça. Ok. Très intéressant en tout cas. Ouais. Le partage de la DeFi, c'est un monde vraiment qui est juste énorme. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Toi aujourd'hui, tu as accompagné plus de 3000 personnes avec ta school, donc la Jedi Crypto School. Quelle est vraiment la différence entre les personnes qui réussissent, que tu vois réussir, et ceux qui échouent? La plus grosse différence déjà, c'est qu'ils ont perdu de l'argent déjà avant de venir me voir. De toute façon, c'est un des critères c'est un des critères avant de rentrer chez moi. C'est est-ce que tu as déjà perdu de l'argent? Non. Va perdre de l'argent d'abord, après tu reviendras me voir. Okay. Je veux pas qu'il perde de l'argent avec moi parce qu'en fait, un client qui n'a pas perdu de l'argent est beaucoup moins coachable en fait. Okay. Vraiment. Il va penser savoir faire les trucs jusqu'à ce qu'il perde de l'argent et je veux pas que ce soit à cause de moi. Enfin, avec moi du moins. Donc du coup, déjà, ceux qui ont les meilleurs résultats avec moi, c'est ceux qui ont perdu de l'argent. De deux, c'est ceux qui ont déjà investi potentiellement en bourse ou en IMO. Parce qu'ils ont compris que le long terme, c'est important. La patience, travailler sa patience. Surtout que moi, j'ai une stratégie qui est à moyen long terme. Hein. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai fait en l'espace de 4-5 ans. Donc c'était pas comme ça. Bon, je considère que 4-5 ans, c'est pas beaucoup dans une vie, mais pour certains, c'est beaucoup. Et donc ils ont perdu de l'argent, c'est con, mais c'est les critères, ça peut paraître contre-intuitif, mais ils ont perdu de l'argent, ils ont déjà potentiellement investi en bourse ou en IMO, et derrière, ils appliquent simplement, ils ne se posent pas de questions, ils appliquent, et ensuite, ils font leur sauce par rapport à ce qu'ils ont appliqué. Donc, je sais pas, moi quand j'achète une formation, je me dis pas je connais mieux que le formateur. J'achète une formation, j'applique ce qu'il me dit, je vois les résultats et ensuite je module par rapport à ça. Il y en a beaucoup qui font l'inverse. Ils achètent une formation et après ils disent ouais non mais en fait ce qu'il dit c'est pas ouf. Je me dis pas que je suis le maître Yoda. Je dis juste qu'au bout d'un moment j'ai eu des résultats et si tu veux faire en dessous de 7 millions, je sais comment t'accompagner en fait. Donc tu fais comme tu veux, après c'est là, tu peux l'utiliser ou pas. Donc il y en a qui veulent pas l'appliquer. Je fais du coaching avec eux et je me rends compte que le corps de portefeuille il y en a pas, donc il a pas acheté de Bitcoin, il a pas acheté d'Ether. Derrière il s'est exposé énormément à RWA et à l'IA en pensant que c'est les narratifs tendances et donc c'est ça qui va exploser le plus. Aujourd'hui ils sont à moins 50%. Et oui, j'ai des clients
qui font pas les résultats attendus. Mais je prends ma part de responsabilité là-dessus. Mais chacun prend sa part. Voilà. Chacun prend sa part, 50-50, et comme ça, on avancera plus vite. Il faut se rendre compte que, voilà, il y a un écosystème qui est là, qui est présent, et après, intrinsèquement, les meilleurs clients que j'ai eus, ce sont des clients qui participent en fait, qui participent qui posent des questions. Hein. C'est pareil. Ceux qui s'intéressent quoi. Ah ouais, qui posent des questions, qui n'ont pas l'impression de poser des questions bêtes. En fait, il n'y a pas de questions bêtes, il y a juste des questions pas répondues. Et c'est là que t'es bête en fait. C'est quand t'as pas la réponse que t'es bête. Et poser des questions, c'est indispensable. Je me rends compte. Surtout dans la version gratuite, ils ne posent pas de questions. Je dis, vous avez des questions, alors que je sais qu'il y a des questions. J'ai dit des trucs ultra précis, ultra techniques, ultra pointus. Ils n'ont pas de questions. Je dis, ils n'ont rien compris. C'est sûr. C'est normal. C'est normal. Tu testes un petit peu pour voir. Ouais. Après, les gens n'osent pas aussi parfois passer à l'action et Après, n'osent pas s'exposer, poser des questions par peur du jugement, comme d'habitude, tu sais. C'est ça. Donc, ouais, c'est tout à fait compréhensible. Qu'est-ce que tu penses de l'éducation financière? Est-ce que toi, déjà, tu as reçu une éducation financière jeune ou est-ce que c'est quelque chose que tu as acquis à travers le temps, que tu l'as compris tout seul? J'ai compris à la dure. Hein. Après, chez moi, à Tahiti, on parle pas d'argent. On parle jamais d'argent avec ma mère. Jamais. On parle jamais d'argent. L'argent, on le voyait, soit la table est pleine, soit il y a rien sur la table. Donc, c'est comme ça qu'on voyait s'il y avait de l'argent ou pas. Okay. Et certains moments, j'ai eu faim. Hein. À certains moments où ma mère, on mange du pain et du beurre. Et pour nous, c'était cool parce qu'il y avait moins de vaisselle à faire avec ma sœur. Mais en fait, avec le recul, je me rends compte que c'est juste parce que ma mère, elle avait pas d'argent. Et c'est OK avec ça. Je dis pas ça pour me plaindre. Je dis juste que du coup, ça a créé des manques ou des croyances limitantes en moi. Par exemple, le fait de vouloir manger excessivement, putain, moi je suis un gros mangeur, mais de vouloir manger excessivement plus que je ne peux, parce que du coup, vu que des fois j'ai eu faim, là il y a à manger, je vais manger un maximum pour au cas où, tu vois, c'est le truc du au cas où. Au cas où demain il y a rien, tu vois, et au cas où demain on mange pas. Sauf qu'aujourd'hui, je pense avoir assez de magasins proches, tu vois, pour faire les courses et avoir de quoi manger dans mon frigo. Donc il y a vraiment cette croyance là qui a poussé, qui a germé en moi, du fait que potentiellement tu peux manquer d'aliments, en fait, de manger, quoi. Et pareil avec l'argent. Quand j'ai fait mes premiers 10K avec ma société, j'ai tout dépensé, quoi. Je me suis dit peut-être demain il n'y a pas, tu vois. Donc j'ai tout claqué, et c'est comme ça que j'ai appris en fait la gestion du cash. Comment gérer déjà ses finances personnelles. C'est ultra important, les finances personnelles. C'est un truc qu'on aborde également chez les Jedi. Hein. C'est d'ailleurs l'un des premiers trucs qu'on aborde. On fait d'abord le profil, ensuite on va dans les finances personnelles. Est-ce que tu connais tes dépenses? Est-ce que tu connais tes revenus? Et est-ce que tu gères ton cash flow? Parce que tu peux gagner 5000 balles et dépenser 4005, tu es riche de 500, c'est tout. Ouais. C'est ça la vraie richesse, c'est le cash flow qui reste en fait sur le compte à la fin, une fois que tu as payé les factures. Parce que voilà. Et quelqu'un d'autre qui gagne 2000 mais qui en dépense 1000, lui il va être riche de 1000 balles. Donc il est plus riche que l'autre qui gagne 5000. Bien sûr. Donc les finances personnelles, c'est vraiment ultra important. Et j'ai appris ça pareil à la dure. Hein. Moi j'étais l'un des meilleurs clients pour Boursorama, j'étais tout le temps dans le rouge. Tout le temps dans le rouge. J'étais 2017 tout le temps dans le rouge. Monsieur Grézec, vous êtes dans le rouge, il faut remettre de l'argent, sinon vous allez avoir des agios. Mais eux, ils s'en foutaient, ils veulent que j'ai des agios, la banque. Et j'étais l'un de leurs meilleurs clients. Et après je me suis dit, mais putain, mais comment ça se fait que je suis tout le temps dans le rouge? Mais parce que je dépensais l'argent que j'avais pas, c'est tout. Je dépensais plus que ce que j'avais. Incroyable. C'est fou, hein. Et tu crois que c'est quelque chose qu'on devrait potentiellement enseigner à l'école? Oh putain, oui, clairement. Et en Suisse, ils le font. Hein. En Suisse, ils le font, la compta, la gestion du cash, ouais. Ils le font. Dès le plus jeune âge? Plus jeune âge, non, mais en primaire. En primaire, c'est primaire, en fait, je sais plus comment ils appellent, c'est des différents noms. C'est quoi, vers l'âge de 12 ans à peu près? Ouais, 12 ans, un truc comme ça. Ça, c'est énorme. Ouais, c'est bien. Hein. C'est énorme. Tu gères tes comptes, tu gères tes finances perso, et du coup, derrière, ça fait l'un des pays les plus riches du monde, la Suisse, parce qu'ils savent gérer leur argent. C'est con, hein, mais
Ouais, c'est con, comme tu dis, mais en fait, tout réside dans ça, finalement. Ouais, au final, c'est si aujourd'hui vous regardez ça et que vous voulez faire énormément d'argent en investissement, regardez déjà ce qui se passe sur votre compte. Moi, en tout cas, ce que je conseille pour les finances personnelles, c'est d'avoir plusieurs comptes bancaires. Un compte facture. Donc, il n'y a que les factures qui passent dessus. Vous ne faites pas de dépenses. Donc, ce compte-là, en fait, facture, il finit à 0 tous les mois. Parce que vous avez calculé exactement les factures. Donc, vous mettez le montant précis que vous avez en facture quoi, tous les mois ou potentiellement des factures, quoi. Ensuite, il y a un compte dépenses. Donc ça, c'est le compte qui va vous permettre de vous faire plaisir. Si vous avez 200 balles dessus, bah, vous n'allez pas pouvoir dépenser plus que 200. Il y a 200 et vous allez vous faire plaisir avec ça. Et le bloquer à 200. Voilà. Ouais, c'est pas un compte crédit, hein, c'est un compte, je sais plus combien, un de débit. Ouais. C'est un compte de débit. Donc il y a 200 balles. Je vous jure que vous allez faire beaucoup plus attention que si vous avez les 2000 et que en fait, le cerveau, il n'est pas designé pour se dire, il y a 2000, moins 1002 de facture, moins ça, moins ça, moins ça. Non, s'il voit 2000, je suis riche de 2000. C'est ça. Donc je peux dépenser 2000. Ouais, voilà. Et je peux dépenser 2000, mais c'est pas vrai, du coup. Incroyable. Et donc, un compte de dépenses et après, ensuite, un compte investissement. Donc, le compte investissement, c'est ce que je préconise également à mes clients parce que surtout en France, ils bloquent les virements. Donc moi, j'ai expérimenté, comme j'ai dit, à la dure. J'avais qu'un seul compte, c'était Boursorama. Et donc j'avais les factures, les dépenses, tout dessus, quoi. Et un jour, ils m'ont bloqué. Ah oui. Ils m'ont bloqué parce que je faisais des virements à l'époque sur Swissborg. Ils m'ont bloqué, donc en fait j'ai eu des agios parce que mes factures ne passaient plus. Ah oui. Je pouvais plus payer, je pouvais plus acheter à manger, je pouvais plus rien faire et ça pendant 2 mois. Donc au bout d'un moment, je me suis dit comment je peux ne plus jamais être comme ça. Ouais, c'est compliqué. Hein. Donc du coup, c'est de ségréguer les comptes, donc avoir minimum 3 comptes, c'est ce que je préconise. Ouais. Ok, putain, c'est intéressant, c'est pas mal comme structure, comme gestion. Ouais. J'ai une gestion à peu près similaire aussi, donc c'est plutôt intéressant. C'est avoir plusieurs comptes et dispatcher tout directement, avoir une vraie discipline financière. Dès le départ, en fait, établir une vraie stratégie, une vraie discipline et te dire que ok, si je touche tant, il faut que j'ai tant dans ça. Il faut se structurer, quoi, tout simplement faire un bilan personnel sur déjà sa vie en global et ça, c'est la plus grosse étape que déjà peu de gens font. Donc c'est vrai que ça fait toute la différence. C'est de le voir en pourcentage en fait et parce que bon, c'est pourquoi c'est mieux de le voir en pourcentage parce que peu importe le chiffre que tu gagnes, tu vas savoir le répartir. Il faut le maintenir, ouais. Parce que 60, en général, la plupart des gens sont entre 60 et 70% de dépenses. Donc facture et dépenses, c'est 70% de leur salaire. C'est énorme. Ouais. Normalement, tu dois être à peu près à 40-45%. Là, c'est bien. Et donc ils sont déjà à 60 et 70%. Pourquoi ? Parce que il y a sûrement des abonnements. Franchement, si vous voulez économiser, regardez du côté des abonnements. Si vous voulez gagner de l'argent, déjà gagner de l'argent et du temps. Enlevez Netflix, vous allez gagner de l'argent et du temps. Vraiment. Et moi, pendant 4 ans, j'avais pas Netflix, j'avais qu'une seule chose en tête, c'est de me sortir de ce trou à rats que j'avais, quoi. Et j'ai enlevé Netflix, j'ai enlevé Spotify, j'ai enlevé... le seul abonnement que j'ai gardé, c'est la salle de sport. Incroyable. Je me butais à la salle de sport et après, je retournais, je bossais comme un malade, quoi. Et j'ai sacrifié des... Enfin, non, pour moi, c'est pas un sacrifice, en fait, c'est un investissement. J'ai investi mon temps et mon argent. Je pense que je fais une digression, mais c'est important, qu'on est tous investisseurs dans l'âme, depuis petit. Parce qu'on a investi notre temps et on a investi notre énergie. Et l'argent, en fait, c'est qu'un véhicule, en fait, pour acheter du temps avec sa famille ou acheter du choix. C'est comme ça en tout cas que je le vois, l'argent, c'est juste un véhicule. Acheter du temps et acheter des choix. Encore, ce qui explose en ce moment, c'est la fuck you money. Dire non à un État ou à sa famille également. Il y a des gens qui ont un système familial qui sont assez oppressifs, quoi, oppressants. Et on peut dire non à sa famille parce qu'on a de l'argent et se délocaliser ou dire non à un État, dire non à un pays également en partant en Suisse d'ailleurs, si vous voulez venir en Suisse. Tu vous accueillerez avec grand plaisir. Ouais, les bras ouverts. En Suisse, je sais pas, pareil, je me suis rendu compte de ça quand je suis arrivé en Suisse. J'ai dit putain, mais en fait, j'ai pas besoin de fermer la porte de la voiture, quoi. Ça c'est fou, hein. Moi il y a peut-être des gens qui vont venir me voler. Après, prenez le macaron si vous venez en Suisse. Sinon, vous avez... Mais
je ferme jamais ma voiture et j'ai les clés dans la voiture. Bien sûr. Ouais, c'est la sécurité en fait, Ouais. finalement. Ah oui, la sécurité. Et si on en revient là-dessus, c'est que la Suisse, je suis content de payer mes impôts. Ouais. Parce que derrière, j'ai un retour sur investissement qui est sécuritaire, qui est confortable. Et voilà, c'est des impôts qui sont justes et sur lesquels je vois pourquoi je les paye. Bien sûr. Oui, tu vois l'effet. C'est pour ça, des fois, il y a des incompréhensions en France sur le fait qu'on paye beaucoup d'impôts, mais on ne comprend pas trop où ça va, on ne voit pas l'effet. Ouais. Et ça crée une frustration chez les gens. Donc, oui, c'est compréhensible. C'est un peu bizarre. Il y a une décorrélation entre ce que tu gagnes, entre ton chiffre d'affaires, ton bénéfice, et ce que ce qui te reste. Ouais, ce qui te reste. Et quand tu sors dehors, il n'y a rien qui change Bien en sûr. termes de sécurité. Et pour moi, c'est important, mais pas que pour nous. Mais moi, je vais être papa là, bientôt. Bien sûr. Et c'est important pour moi, pour ma... Enfin, je sais pas si ça va être... On garde la surprise, ça va être un garçon ou une fille, je sais Pour pas. ton enfant, quoi. Ouais, pour mon enfant, c'est important. Pour son éducation, j'ai Bien envie sûr. qu'il ait une bonne éducation, j'ai envie qu'il puisse sortir dehors et même, putain, j'ai envie qu'il puisse prendre le bus tout seul, comme Bien ça, sûr. au travail, quoi. Ouais, sans que tu aies à stresser, quoi. Ouais, c'est clair. Ah, je comprends. Tuti, pour clôturer ce podcast, aujourd'hui, quelle a été la décision la plus smart que tu as pu faire dans ta vie, celle qui a vraiment tout changé? C'est vraiment de connaître mes valeurs. Mes 3 valeurs principales, c'est du coup la liberté, le respect et l'honneur. Une fois que j'ai compris ça, que tout vient de l'intérieur. La vie est faite pour nous, pas contre nous. Et quand on comprend notre système de prise de décision par les valeurs, on comprend qu'on peut prendre... Parfois, on se dit, putain, pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce qu'en fait, il y a un système de valeurs qui a été, on va dire... on a tapé dessus, quoi. Soit on t'a manqué de respect, soit t'as manqué de liberté. Pour moi, en tout cas, soit il y a mon honneur qui en a pris un coup. Et quand j'ai bien compris mon système de valeurs, j'ai vraiment pris des décisions, de meilleures décisions. Et après, le système de valeurs, faut pas qu'il empiète non plus, parce qu'on peut dire, on peut faire un VS entre la liberté et l'honneur. Il y a des gens qui vont rester par exemple avec sa femme parce que c'est honorable, mais ils perdent leur liberté. Est-ce que c'est ok pour toi? Il y en a pour certains, c'est ok. Pour moi, ça le serait pas, parce que ma valeur principale, c'est la liberté. Je peux perdre mon honneur, mais être libre, mais pas l'inverse. Si je perds ma liberté et honorable, je m'en fous en fait. Ça me rendrait malheureux, quoi. Donc de comprendre tout ça, ça m'a permis de prendre des meilleures décisions dans ma vie et dans mes investissements également. Donc la liberté, pour moi, c'est la liberté de temps, quoi. J'ai pas envie d'être scotché devant l'écran. Je l'ai fait ça pendant 4 ans et au bout d'un moment, j'ai dit stop, quoi. Je suis un entrepreneur, j'ai du snow à aller faire, j'ai des amis à aller voir, j'ai ma femme à m'occuper, j'ai d'autres choses à faire que d'être scotché devant l'écran pour 10% en plus, en fait. Sure. Et mon système liberté a fait que j'automatise les choses et tout part de moi, en fait. Comment je peux être plus libre? Et c'est plus une question de comment je peux gagner plus d'argent. L'argent, en fait, ce sera une conséquence des choix de liberté que je vais faire. Okay. La richesse, pour moi, en tout cas, dans mon système, la richesse, c'est une conséquence de la souveraineté. Plus je suis souverain, plus je suis riche. Plus je serai riche, dans tous les cas. Incroyable. Merci beaucoup pour cet échange, Tuti. Yes, c'était une très belle fin. Pour tous ceux qui ont regardé l'épisode aussi, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner directement à la chaîne pour rester à l'affût des prochains épisodes, des prochains invités. Et on se dit à la prochaine. Encore une fois, Tuti, merci beaucoup. Yes, et merci à toi. C'était vraiment très, très cool d'avoir échangé avec toi, de nous avoir partagé toutes ces belles choses. Et on se dit à très bientôt.